Bonjour et bienvenue dans cette émission C'est notre santé avec notre nouvelle série Ma vie avec. Et nous recevons aujourd'hui Roland Lallemand. Bonjour et merci d'être présent pour ce témoignage, pour nous parler de la maladie dont vous souffrez, la fibrillation atriale. Alors c'est une maladie qui n'est pas forcément très connue. D'ailleurs elle a changé de nom, on parlait avant de fibrillation auriculaire. Et puis surtout, il ne faut vraiment pas la confondre avec la fibrillation ventriculaire, parce que là c'est la crise cardiaque et c'est tout à fait autre chose. En tout cas, la fibrillation atriale, ça se manifeste essentiellement par des troubles du rythme cardiaque et ça touche environ 750 000 personnes en France, donc c'est quand même une maladie relativement répandue, même si elle est parfois sous-diagnostiquée, puisqu'on dit aussi que c'est une maladie silencieuse dont certains symptômes ne se repèrent pas immédiatement. Roland Lallemand, la première question que je voulais vous poser, c'est quand et comment avez-vous appris que vous souffriez de cette maladie ? Alors, j'ai souffert de cette maladie en 2005, dans les suites d'un semi-marathon de Paris. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été pris de violentes palpitations. Et comme médecin, j'ai fait moi-même le diagnostic de fibrillation atriale. Ça commence de manière très brusque. D'une seconde à l'autre, vous avez votre rythme cardiaque qui s'accélère et qui devient complètement irrégulier. À vrai dire, quand je m'étais entraîné pour semi-marathon, j'avais fait aussi plusieurs épisodes de palpitations. Sans mettre... J'étais un peu dans le déni, je préparais ma compétition et ça a duré quelques heures. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça s'emballe un peu, mais je n'y ai pas prêté plus attention. Après le semi-marathon, là, ça a été vraiment très net. Ça a duré plusieurs heures. Un accès de fibrillation atriale. Alors, je commence toujours par faire, pendant quelques dizaines de secondes, des accès de flûteurs auriculaires qui sont un autre trouble du rythme. Alors, le cœur est très rapide. Et ça se manifeste comment, donc, ce trouble-là ? Alors, le flûteur se manifeste par un rythme cardiaque très rapide, mais qui reste régulier. D'une seconde à l'autre, votre cœur qui bat à 60, je battais même plutôt autour de 50, passe à 120, 130, mais reste régulier. Ça dure quelques dizaines de secondes, et puis brutalement, d'une seconde à l'autre, là, je passais en fibrillation auriculaire. Alors la fibrillation auriculaire, c'est pas simplement de petites chiquenotes dans le thorax, ce sont vraiment des soubresauts, un martèlement à l'intérieur du thorax. C'est très rapide, autour de 140. C'est très irrégulier, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une certaine séquence qui se répétait quand même. Dans cette irrégularité, il y avait une séquence un peu régulière. Alors, vous dites que vous avez ressenti ça après avoir réalisé un effort important, parce qu'un semi-marathon, c'est quand même pas rien. Pendant cet effort, votre cœur battait parfaitement normalement, vous n'avez pas eu d'essoufflement, vous n'avez pas eu de manifestations inattendues qui vous auraient alerté, surtout que, comme vous le dites, vous êtes médecin, donc effectivement à l'écoute d'un certain nombre de symptômes. Alors, je souffre d'une fibrillation atriale dite vagale, qui se manifeste jamais à l'effort, qui survient essentiellement la nuit, ou parfois, mais c'est plus rare, en post-prandial, après les repas. En fait, vous disiez que c'était souvent une maladie silencieuse. J'ai l'impression, comme médecin et aussi un peu comme patient, que, en fait, plus on est jeune et plus on sent le passage à la fibrillation auriculaire, qui est un passage très très brutal, vraiment d'une seconde à l'autre. Quand je faisais le diagnostic chez mes patients de fibrillation auriculaire, chez des personnes âgées, la plupart du temps, elles me disaient « mais je comprends rien, j'ai rien senti, moi. Vous me dites que mon cœur, il bat comme d'habitude. » Donc je pense qu'il y a peut-être une notion de maladie silencieuse qui est plus marquée chez les personnes âgées. Alors quand vous nous racontez la manière dont vous avez ressenti tout ça, on sait que le cœur c'est quand même un organe vital, même peut-être le plus vital de tous. Quand il commence à s'affoler comme ça, à plus battre normalement, qu'est-ce qui se passe ? On a peur de mourir, on a peur de faire un malaise, on a peur... C'est très anxiogène, ça c'est sûr. Je n'avais pas de douleur thoracique.
J'étais légèrement essoufflé, même au repos, et surtout une très grande fatigue, les jambes coupées. J'étais incapable de monter un escalier, par exemple. Et les déplacements, même à l'intérieur de l'appartement, ça se faisait à petits pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes consulté vous-même? Vous avez consulté un confrère? Comment le diagnostic a été finalement posé? J'ai été traité. Je savais parfaitement. Hein, j'ai très rapidement mis le nom de la maladie sur les symptômes que je ressentais. J'ai été mis à un traitement médicamenteux, la flécaïne, qui a été pas dans un premier temps. On a tâtonné un petit peu, mais la flécaïne a été le traitement efficace, tout à fait efficace. Les accès ne se renouvelaient qu'en cas d'oubli. C'était systématique. La flécaïne, c'est un traitement qui apporte quoi? Qui est censé avoir quel effet? Un traitement préventif, dans mon cas. Je prenais 150 mg sous la forme à libération prolongée de flécaïne. J'étais parfaitement à l'abri des accès de fibrillation atriale. C'est quelque chose qui régule donc le rythme cardiaque? Absolument. Alors, les choses se sont un petit peu compliquées quant à la course. J'ai continué à courir pendant toute cette période-là. Tous les ans, je faisais Paris-Versailles. J'en ai fait une bonne quinzaine. Jusqu'au jour où, à la course, j'ai ressenti des douleurs entre les omoplates et que j'ai rapporté. Alors là, je me suis complètement trompé. J'ai rapporté ça à des douleurs rachidiennes. J'ai passé même une IRM du rachis qui montrait des anomalies qui pouvaient parfaitement expliquer mes douleurs. Donc j'ai continué, j'ai même forcé, j'ai essayé de renforcer ma musculature. Jusqu'au jour où un de mes enfants, mon fils médecin, m'a dit « Écoute, fais un bilan cardiaque ». Et là, on a découvert qu'en fait, les douleurs étaient d'origine coronarienne. Et on m'a posé un stent sur l'interventriculaire antérieur. Et le fait d'être coronarien contre-indiquait la flécaïne. Le traitement qui vous avait été prescrit pour la fibrillation atriale. Absolument. Donc, j'ai été contraint d'arrêter la flécaïne. On m'a mis sous cordarone, un médicament que je n'aimais pas beaucoup comme médecin et que j'ai encore moins aimé comme patient, parce qu'elle a été d'une inefficacité totale, même à dose de charge forte. Et je me suis retrouvé en fibrillation atriale toutes les nuits, des nuits blanches, une fatigue dans la journée, une altération de l'état général. J'ai même maigri pendant cette période. Quand vous parlez de nuit blanche, c'est parce que vous aviez ce rythme cardiaque qui vous angoissait, qui vous perturbait, ou c'était aussi tout simplement par absence de sommeil qui arrive? C'était le rythme cardiaque qui me perturbait. Ça cogne dans votre poitrine, ça fait du bruit. Et quelle que soit la position, vous pouvez choisir, essayer de trouver une position dans laquelle vous vous sentez un petit peu mieux et où vous sentez moins ce martèlement-là. Non, ça ne marche pas. Donc je passais des nuits blanches, absolument des nuits blanches. Il y a une explication comme ça au fait que ça touche, enfin en tout cas pour vous, particulièrement quand vous êtes allongé et pendant la nuit? Alors c'est la forme atriale, la forme fibrillation atriale vagale. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu cette particularité? Alors c'est plutôt réservé au sujet à la fibrillation atriale paroxystique, c'est-à-dire celle qui survient par épisode et puis qui, de manière parfois spontanée, se résout toute seule, à la fibrillation permanente, qui est complètement différente, et qui, elle, peut se manifester, bien sûr, à l'effort. Alors, je pose un peu la même question que tout à l'heure sur la peur de mourir, mais quand on ressent ça la nuit, qu'on a des difficultés comme ça à dormir, qu'on est évidemment dans la journée pas forcément en pleine forme, on se sent diminué, on se sent malade, vraiment? Pour moi, ça a été... je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, parce que
il me fallait une solution. Alors on m'a rapidement, bien sûr, j'étais une indication à une ablation par cryothérapie ou radiofréquence de ma fibrillation auriculaire. Donc je savais qu'il y avait quand même une possibilité de traitement. Mais j'avoue que pendant ça a duré plusieurs semaines. Dans cette période, je me demandais vraiment ce que j'allais devenir, oui. Et à partir de quel moment il a été décidé que vous deviez subir cette intervention? Si vous pouvez d'ailleurs nous dire en 2 mots en quoi ça consiste. Parce que quand on parle d'ablation, l'ablation pour tout le monde, c'est qu'on retire quelque chose. Là, on ne retire pas le cœur, j'imagine, heureusement. Mais voilà, de quoi s'agit-il? Alors, il y a 2 techniques. Il y a une technique qui est la radiofréquence, qui fait intervenir la chaleur. C'est ce qu'on a utilisé chez moi pour pratiquer l'ablation de l'isthme cave-tricuspide. Et puis il y a la cryothérapie, le froid. C'est ce qu'on a utilisé pour isoler les veines pulmonaires au niveau de l'auricule gauche. Alors ça se pratique par une voie d'abord qui est au niveau fémoral, au niveau de la veine fémorale. On monte une sonde qui, donc de la veine fémorale, arrive dans l'oreillette droite. Ensuite, la sonde passe à travers le septum entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Au niveau de l'oreillette gauche, donc, on a agi par cryothérapie en isolant, en connectant les veines pulmonaires, en les isolant. Une fois qu'on a traité les veines pulmonaires, alors chez moi, j'étais en rythme normal au début de l'intervention. Quand la sonde est arrivée dans l'auricule gauche, la fibrillation auriculaire incessante, m'a dit le médecin qui est intervenu. Une fibrillation auriculaire incessante s'est produite. Il a connecté la veine pulmonaire supérieure gauche et rapidement, une fois qu'il l'a eu traité, la fibrillation auriculaire a cessé. Donc il a traité aussi les autres veines. Il est revenu à travers la paroi dans l'oreillette droite. Au niveau de l'oreillette droite, il a traité cette fois-ci par radiofréquence l'isthme cavo-tricuspide, qui devait être responsable en partie du flûteur qui commençait mes accès, qui se manifestait au début de mes accès de fibrillation auriculaire. Quand vous racontez tout ça, on a quand même l'impression que c'est une intervention importante. C'est quoi? Ça se passe à l'hôpital? Ça dure longtemps? Alors, ça se passe à l'hôpital. On a une anesthésie générale. J'ai été traité dans un service dont je ne cesse de louer à la fois la compétence sur le plan technique et la compétence sur le plan humain. J'ai une extrême gratitude pour ce service. J'ai vraiment été parfaitement traité. On m'a donné toutes les explications. Les gens étaient accueillants. Enfin, il y avait une chaleur dans ce service. À l'heure où l'hôpital paraît connaître une crise grave, je trouve que là on a vraiment un excellent exemple de service qui marche très bien. Je garde, très sincèrement, je garde un bon souvenir d'abord parce que je pense que... D'abord, je garde le souvenir surtout que ma fibrillation auriculaire s'est arrêtée à ce moment-là. Le souvenir qui, depuis, vous avez mieux. Qu'elle n'a plus jamais récidivé. Et alors justement, depuis, donc, vous dites que cette intervention vous a, entre guillemets, soigné. D'abord, est-ce que vous êtes soigné pour de bon, guéri, ou est-ce qu'il y a, malgré tout, un suivi ou d'autres traitements à plus long terme pour éviter que tout cela se reproduise un jour? Alors, il y a bien sûr un suivi. Je ne suis pas à l'abri d'une récidive. On peut renouveler l'intervention. Ça se pratique de même de plus en plus fréquemment, au bout d'un certain nombre de temps, au bout de mois ou d'années. Voilà où j'en suis actuellement, oui. Et aujourd'hui, en posant la question de manière très large, comment allez-vous? Voilà, vous êtes notamment un sportif, en tout cas un ancien sportif, mais qui probablement avait envie de continuer à en faire un petit peu. Comment ça se passe sur ce plan-là? Alors, je suis très content parce que il y a eu une période d'adaptation. J'avais bien conscience qu'il fallait que je continue à avoir une activité physique
parce que sur le plan cardiaque, c'est une bonne chose. Et puis pour mon équilibre personnel, j'ai besoin de ça. Donc petit à petit, j'ai repris une activité. D'abord, la marche, de longues marches, de plus en plus rapides. Et d'une manière plus récente, j'ai repris la course. Et moi qui ne croyais ne plus pouvoir courir, eh bien je recours. Et j'ai retrouvé d'excellentes sensations à la course. Je dirais même que il y a eu une espèce d'euphorie parce que je me suis dit jamais je recommencerai et là je peux recommencer. Donc j'ai retrouvé de très bonnes sensations et j'ai même l'impression de courir mieux qu'avant. Hier j'ai couru mes 7 km, j'avais l'impression que je pouvais en faire bien plus. Et je me sens parfaitement bien. On va malgré tout pas souhaiter d'en passer par là pour améliorer les performances sportives. Non. Mais, vous expliquez l'intérêt effectivement de l'exercice physique, quoi qu'il arrive, pour la santé, et notamment pour la santé cardiaque. Est-ce que cette situation d'avoir été victime de fibrillation atriale et d'être sous surveillance, est-ce que ça impose des contraintes en matière de mode de vie, en matière de nutrition? Est-ce qu'il y a des excès à ne pas commettre? En termes de pathologie cardiaque, on parle de facteurs de risque. Donc il faut continuer à contrôler les facteurs de risque le plus efficacement possible. Donc je continue à avoir une alimentation que je pense équilibrée. Je continue, j'ai une hypertension qui n'est pas une hypertension très forte, donc je continue à la contrôler. Je continue à avoir donc une activité physique. Faut continuer, je continue comme avant. Hein, peut-être que je fais un peu plus attention encore. Pour des personnes qui souffriraient d'arythmie cardiaque, qui pourraient se poser la question de savoir s'il s'agit ou non de fibrillation atriale, vous leur donnez quoi comme conseil? Allez consulter rapidement, surveillez-vous régulièrement, prenez votre pouls autant de fois que possible. Je pense que quand on sent des choses au niveau de son rythme cardiaque, je pense qu'il ne faut pas minimiser les choses. Et je pense qu'il faut aller consulter. J'ai été médecin généraliste. On est habitué à écouter des petites choses. Mais parfois, dans les petites choses, il y a des choses graves derrière. Donc je pense qu'il ne faut jamais hésiter à parler de petites palpitations à son médecin, et puis le médecin il peut aussi apprendre à bien prendre son pouls. C'est un petit geste qui peut rendre service. Et puis maintenant, il suffit de faire un électro, un Holter. Et puis surtout, avoir la notion que les troubles du rythme cardiaque peuvent être paroxystiques, c'est-à-dire que dès qu'on a un trouble, il faut mieux consulter rapidement, et même pendant le trouble. Alors maintenant, il y a des... Par exemple, je trouve que moi, l'Apple Watch, par exemple, qui permet de... Tous ces objets connectés, en fait, qui permettent de surveiller un peu tout un tas de paramètres, y compris le rythme cardiaque. Absolument, et qui permettent sur le moment de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est une des pistes à suivre. C'est pas compliqué, hein. Vous avez l'application, vous avez votre Apple Watch, et puis vous recevez un message, vous êtes en rythme sinusal normal, ou vous êtes en rythme en fibrillation, et consultez votre médecin. Voilà, et ça permet, quand on va voir le médecin, d'avoir des indications précises à lui. Absolument, et puis il n'est pas toujours facile d'avoir un enregistrement ECG juste au moment où on a les palpitations. Tout à fait. Écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Roland Allemand. Merci beaucoup, docteur, puisque je crois que vous exercez encore de temps en temps, pour nous avoir raconté un peu votre vécu, qui intéressera évidemment tous ceux qui souffrent de cette maladie, la fibrillation atriale, mais aussi tous ceux qui souffrent de palpitations, puis d'autres troubles du rythme cardiaque, et qui se reconnaîtront ou non dans ce que vous venez de raconter. Merci à vous aussi qui nous regardez pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver celle-ci sur notre site Pourquoi Docteur, et aussi sur la chaîne YouTube du même nom, et à partir des pages de nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, grâce auxquels vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Au revoir et surtout à bientôt pour un prochain épisode de notre série Ma vie avec.